Dans la précédente vidéo, on s'était intéressé aux origines du Marvel Cinematic Universe. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le premier film de la saga, Iron Man. Si vous vous souvenez pas de tous les détails, c'est pas grave, on va répéter certaines informations. Néanmoins, si vous ne vous souvenez de rien ou que vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Allez, c'est parti! Iron Man est créé en 1963 par Stan Lee, Don Heck, Larry Lieber et Jack Kirby. Le comics raconte l'histoire de Tony Stark, un riche milliardaire marchand d'armes qui se rend au Vietnam pendant la guerre du Vietnam et est touché par une mine et enlevé par des soldats vietnamiens. Il est forcé à créer des armes pour les Vietnamiens, mais il crée une armure qui permet d'attirer les éclats de mine qu'il a dans le torse et de s'échapper. Et ensuite, il va défendre la veuve et l'orphelin. Voilà, c'est vraiment les origines très simplifiées parce qu'on est là pour parler de l'adaptation. L'Homme de Fer a eu le droit à plusieurs séries d'animation. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le cinéma. Bien que le personnage n'était pas extrêmement populaire, Marvel a réussi à en vendre les droits pour l'adapter au cinéma. Comme on l'a expliqué dans la précédente vidéo, Universal a acheté les droits du personnage en 1990, puis les a vendus à la Fox en 1996, qui a proposé à Quentin Tarantino de réaliser le film en 1999. Mais 2 mois plus tard, ils ont revendu les droits à New Line. New Line a fait écrire un script par 3 scénaristes, dont le duo qui a plus tard créé la saga Pirates des Caraïbes. En 2001, ils ont proposé à Joss Whedon de le réaliser, puis enfin c'est Nick Cassavetes qui est engagé, mais il a fini par quitter le projet. Comme on l'a expliqué dans la dernière vidéo, au bout d'un certain temps sans film, Marvel récupère les droits de ses personnages. Ainsi comme les studios ont mis beaucoup trop de temps à produire un film, Marvel récupère les droits d'Iron Man fin 2005, juste après avoir obtenu de Merrill Lynch un prêt d'1 demi-milliard de dollars pour financer des films. Il est donc décidé que Iron Man soit le premier film financé et produit par Marvel Studios. Quelques mois après, Marvel fait un deal pour que Paramount distribue le film aux États-Unis et dans d'autres pays. Marvel Studios cherche à trouver des scénaristes, mais c'est galère. Près de 30 auteurs ont été contactés et ont refusé. Finalement, un duo composé d'Art Marcum et Mark Holloway, qui n'avait pas écrit beaucoup d'autres films, écrit le script d'Iron Man. En parallèle, Marvel se met à la recherche d'un réalisateur. C'est Jon Favreau qui à la base voulait s'occuper de Captain America qui fut choisi pour diriger Iron Man. Il fut également choisi pour gérer la production du film via sa société de production Fairview Entertainment. Ainsi, plusieurs de ses anciens collaborateurs ont été engagés sur le projet. On peut par exemple citer le producteur exécutif Louis Desposito, qui s'occupe de la gestion de la production et de la post-production, mais a aussi travaillé sur des aspects plus artistiques. Souvenez-vous bien de son nom parce que spoiler, il va être important dans les prochains épisodes. Jeremy Lacham, un gars qui était assistant au sein de Marvel Studios depuis 2004, qui a aidé à gérer le développement des différents projets, est nommé producteur associé sur le film. Souvenez-vous bien de son nom parce que spoiler, il va être important dans les prochains épisodes. Son job était de faire le lien entre l'équipe du film et l'équipe de Marvel Studios. Il supervise les aspects artistiques du film. Il donne des idées et fait remonter toutes les idées et décisions artistiques du réalisateur et son équipe auprès de Kevin Feige. Un job qui est donc assez important parce que quand tu diriges une boîte, que tu produis 2 films et que tu en développes d'autres, avoir un délégué qui se focus tout le temps sur un film et te fait tout remonter, c'est plutôt utile. Le film a droit à un budget de 140 millions de dollars, ce qui est beaucoup, mais pas gigantesque pour un film de super-héros. L'équipe du film s'installe dans des bureaux à Beverly Hills qui accueille également l'équipe de Marvel Studios. Du coup, ils étaient un peu serrés, mais ça simplifie la communication entre l'équipe du film et les responsables de Marvel Studios. Au même moment où Favreau a été choisi pour diriger le film, le studio Stan Winston, dont l'équipe était fan de comics, fut choisi pour fabriquer les armures du film. Et si vous vous demandez qui est Stan Winston, eh bien je vous invite à regarder la vidéo qu'on lui a consacrée. Pour designer l'armure, Marvel et Favreau ont choisi Adi Granov, le dessinateur qui venait de révolutionner les armures Iron Man dans le comics Extremis, dont je vous recommande la lecture. Granov et le Stan Winston Studio donnent à l'armure un style plus moderne et réaliste que dans les vieux comics. Et pour le film, ils ont eu beaucoup de mal à construire l'armure car il fallait que tous les gadgets et armes rentrent et s'imbriquent de manière logique dans l'armure, ce qui n'est pas toujours le cas dans les comics. Il fallait donc que les différents gadgets ne soient pas trop gros. Adi Granov a fait les dessins conceptuels des armures. À partir de ça, les équipes de Stan Winston ont fait les plans 2D précis des armures, puis les modèles 3D avant de fabriquer une maquette de 60 cm de hauteur. Et enfin, ils sont passés aux vraies armures. Pour Ironmonger, il ne s'agit pas d'une armure, mais d'un animatronique. À l'origine, il devait y avoir une 4ème armure pour le combat final, mais il a été préféré que Tony Stark garde la Mark III jusqu'à la fin, sûrement pour limiter le budget. Jon Favreau, à l'époque, ne connaissait pas le monde des VFX et en avait peur. Il voulait donc que les armures soient au maximum filmées en vrai. Il fallait donc que les armures soient le plus flexibles possible pour que les comédiens puissent jouer avec. Pendant que la création visuelle du film avançait, Jon Favreau a également fait avancer l'écriture du film en embauchant de nouveaux scénaristes. Mark Fergus et Hawk Oatsby, qui avaient écrit un film John Carter pour Paramount qui devait être réalisé par Favreau, récupèrent le scénario écrit par Art Marcum et Mark Holloway. Et pour une grosse partie du temps d'écriture, les 2 auteurs ont bossé séparément pour écrire chacun leur scénario. Jon Favreau s'est occupé de mélanger les meilleures parties des scénarios des deux. Quelques arrangements ont ensuite été faits par le scénariste John Locust pour polir le script, mais il n'a pas été crédité au générique. Sûrement parce qu'il n'a fait que de petites retouches. De même, Shane Black, qui plus tard a écrit et réalisé Iron Man 3, et qui accessoirement a créé L'Arme Fatale quand il était étudiant, a fait quelques relectures et a glissé quelques idées au scénario. Au cours du développement des films, des scénaristes, éditeurs et dessinateurs de Marvel Comics
comics sont également venus pour donner leur avis et conseils sur le scénario, mais aussi sur les aspects visuels. Profitons-en pour parler des changements dans l'histoire faits au cours de l'écriture du film. A l'origine, le film devait avoir pour méchant le mandarin, et Stein devait être l'allié de Tony Stark avant de devenir le méchant du second film. Mais par peur de mal gérer le Némésis d'Iron Man, il fut décidé de n'en faire qu'un méchant de l'ombre via son organisation terroriste et de faire de Stein le méchant du film. Il fut également décidé que le majordome de Tony Stark, Edwin Jarvis, n'apparaisse pas dans le film pour éviter les comparaisons avec Alfred Pennyworth. À la place, le perso devient donc l'intelligence artificielle Jarvis. Il est également décidé de réactualiser l'histoire, la guerre du Vietnam devient le terrorisme en Afghanistan. Malgré le fait qu'Iron Man soit un film de super-héros, Jon Favreau voulait un casting digne d'un drame, d'un film d'auteur. Passons justement au casting. Le premier à être casté à la fin de l'été 2006, c'était Terrence Howard dans le rôle du général Rhodes. À l'époque, c'était l'un des acteurs les plus connus du casting. Il signe pour un contrat de 3 films en étant payé 3,5 millions sur le premier film et une possible augmentation de film en film, a priori 8 millions pour le second opus. Pour le rôle titre, le choix fut compliqué. Favreau ne voulait pas d'une star. La star, c'est le personnage. Parmi les candidats qui ont failli avoir le rôle, on peut citer Clive Owen et Sam Rockwell. Jon Favreau voulait que ce soit Robert Downey Jr., mais Marvel et Kevin Feige étaient réticents. Et on peut les comprendre parce qu'à l'époque, Robert Downey Jr. était plus connu pour ses déboires judiciaires que pour sa carrière cinématographique, bien que ses débuts étaient assez prometteurs. C'est Louis D'Esposito qui convainc Feige d'engager Robert Downey Jr. en septembre 2006. Sûrement une des meilleures décisions prises dans le lancement du MCU. Robert Downey Jr. touche 500 000 $ pour le film. C'était l'époque où il était payé au lance-pierre. Il a signé pour apparaître dans plusieurs films, au moins 3, possiblement 4, mais on n'a pas plus d'infos précises à l'époque. Lorsque Robert Downey Jr. a été casté, les armures étaient déjà conçues, mais pour qu'elles ne soient pas trop gênantes, il fallait que l'intérieur colle parfaitement au corps de Robert Downey Jr., et donc il a fallu le mouler. Et avant de mouler une partie du corps, il faut la raser. Qu'est-ce qui est plus fort entre mon envie de devenir un super-héros et ma non-envie de me raser ? Et pour le film, Robert Downey Jr. a dû faire un max de muscu. Qu'est-ce qui est le plus fort entre mon envie de devenir un super-héros et ma flemme ? Robert Downey Jr. au cours de la pré-production du film s'est installé dans un bureau collé à celui de Jon Favreau afin de travailler sur le script et les dialogues du film. Dans le rôle de Pepper Potts, c'est Rachel McAdams que Favreau voulait, mais elle a refusé. Il finit par choisir Gwyneth Paltrow en janvier 2007. Pour la convaincre, Robert Downey Jr. lui a demandé si ça lui plairait de jouer dans un film que les gens vont voir. Elle a accepté le rôle en partie parce que le film était majoritairement tourné à 15 minutes de chez elle. Elle pouvait donc tourner dans le film sans s'éloigner de ses enfants. Elle a également signé pour 2 autres films. Favreau voulait que la relation entre Pepper et Tony soit inspirée des vieilles comédies des années 40. Enfin, en février, c'est Jeff Bridges qui est casté dans le rôle du méchant Obadiah Stane. Il voulait essayer de se raser le crâne, c'était donc l'occasion de le faire. À l'époque, Stane était censé survivre au combat final, disparaître pour revenir dans une suite, mais visiblement cela a changé. Il est donc possible qu'il ait signé pour plusieurs films même s'il n'est pas revenu. Jon Favreau, qui à la base est un acteur, voulait faire un caméo dans le film et il a donc décidé, avec l'accord de Marvel, de jouer le rôle du garde du corps souriant, Happy Hogan. Pour cela, il a donc dû faire du sport, perdre 30 kilos et mettre une perruque. Les membres du cast, surtout Bridges et Paltrow, ont lu de nombreux comics pour préparer leur rôle. Au cours de l'écriture, les scénaristes et Jon Favreau se sont surtout consacrés à l'architecture du script, mais les dialogues de certaines scènes n'ont pas été finis avant le tournage, et ont donc dû être écrites la veille pour un lendemain, ou élaborées le matin même dans la caravane d'un acteur, voire improvisées sur le plateau. Ça a pas mal gêné Jeff Bridges, qui aime bien préparer ses rôles en apprenant les textes par cœur et en répétant avant le tournage. Mais finalement, il s'est dit que c'était un peu un film d'étudiant à très gros budget, et cette méthode de travail l'a amusé. Et ça a aussi un peu gêné Gwyneth Paltrow, parce que du coup, Robert Downey Jr. sortait souvent des choses différentes à chaque prise, et souvent des petites vannes. Et du coup, elle trouvait parfois dur de répondre au tac au tac à ses répliques improvisées. Jon Favreau, lui, a bien aimé ces scènes improvisées, car cela rajoute du naturel aux scènes. Et tant qu'on parle du jeu des acteurs, parlons du tournage. Le tournage a lieu en grande partie à Playa Vista, dans un hangar où l'entreprise du playboy milliardaire qui avait inspiré Tony Stark a construit plusieurs avions. Cet hangar a servi de studio. Parlons de certains des collaborateurs les plus importants de Jon Favreau. Le film a pour directeur de la photographie le chef des équipes caméra et lumière, Matthew Libatic, qui a fait quelques films cultes. Favreau l'a choisi car il sait apporter un réalisme à l'image. Le chef décorateur, c'est J. Michael Riva, qui a aussi fait quelques films avec des beaux décors et il avait déjà collaboré avec Favreau. Les 2 chefs costumières ont également déjà bossé avec Favreau sur Zathura. L'un des éléments les plus compliqués pour les chefs décorateurs et les chefs costumières, c'est l'environnement de Tony Stark. Parce que autant créer l'appart et les vêtements d'un gars lambda dans un film à 140 millions de $, c'est pas trop compliqué d'un point de vue économique. Mais quand le personnage est milliardaire, c'est beaucoup plus dur, parce qu'il faut que tout ait l'air luxueux avec un budget limité. Enfin, les cascades ont été supervisées par Thomas Robinson Harper, et la seconde équipe a été dirigée par le cascadeur Phil Nelson. Comme cela se fait très souvent au cinéma, notamment sur les gros films, une grande partie d'Iron Man a été prévisualisée. En gros, on fait le film en dessin animé 3D vraiment cheapos, et ça sert de document de travail pour savoir quel plan faire, comment partager le boulot entre les équipes de cascade, d'effets spéciaux pratiques et d'effets spéciaux numériques, etc., etc. Lors des derniers jours précédant le tournage, les acteurs répétaient, et la seconde équipe a mis en boîte quelques plans afin de gagner du temps. Le tournage commence le 12 mars 2007
au studio. Ils ont tourné les séquences à l'intérieur du décor de la grotte où Tony Stark est enlevé. Le 27 mars, l'équipe tourne le dernier plan dans la grotte et laisse le décor à la seconde équipe qui va s'occuper de certains plans de la scène d'action où Tony Stark s'évade. Le soir même, l'équipe de Jon Favreau commence à tourner au Walt Disney Concert Hall. C'est là qu'ont eu lieu le caméo de Stan Lee et les premiers jours de tournage de Gwyneth Paltrow et de Clark Gregg. Clark Gregg est un ami de Jon Favreau qui l'a donc choisi pour jouer un petit rôle d'agent qui n'avait même pas de nom. Mais son interprétation du personnage et l'occasion que cela présentait d'introduire le Shield lui fit gagner plus de scènes dans le film. C'est ainsi que l'agent Coulson, le ciment de la phase 1 de l'univers cinématographique Marvel, est né. Début avril, le tournage se délocalise en Afghanistan. Sauf que comme c'est assez compliqué d'aller tourner là-bas, les séquences ont en réalité été tournées à Lone Pine, en Californie. Un endroit qui a été utilisé dans plusieurs westerns et qui, selon l'angle que l'on choisit, peut faire penser à l'Afghanistan. Le tournage a été assez compliqué parce que le vent était souvent fort, ce qui a provoqué des tempêtes de sable. Parfois même, le vent empêchait l'utilisation de grues. Le plus gros des explosions était réel, parce que c'est plus réaliste, d'autant que Jon Favreau était à l'époque pas fan des effets spéciaux numériques. Ainsi, lors de la scène d'évasion où l'armure de Stark projette un combustible enflammé sur les terroristes et leurs armes, le cascadeur dans l'armure était connecté via un tuyau à un réservoir d'essence. Ce qui est très classe. Jusqu'au moment où le tuyau se perce et que tu te prends de l'essence enflammée sur la jambe. Bon, rassurez-vous, ça c'est bien fini, le cascadeur avait une tenue inifugée et le feu a immédiatement été éteint. Après l'Afghanistan, l'équipe est allée tourner les scènes de la base militaire où Tony est rapatrié. Cette scène a été tournée dans une vraie base de l'armée de l'air américaine. De même, tous les avions militaires réels que vous voyez dans le film appartiennent à l'armée américaine, et la quasi-totalité des soldats que vous voyez dans le film sont de vrais soldats américains qui peu après sont partis combattre au Moyen-Orient. Ensuite, l'équipe est allée tourner différentes séquences, notamment au siège social de Stark Industries, qui en réalité est une zone dans la ville d'Irvine qui accueille de nombreuses entreprises. C'est là qu'ont été tournées les 2 conférences de presse. C'est donc là qu'a été faite la fameuse réplique « Je suis Iron Man », qui termine le film. Pour éviter les fuites, l'équipe a dit aux figurants que cette scène était un rêve. Après cela, l'équipe est partie tourner dans la maison de Tony Stark. L'extérieur de la maison est au milieu d'un parc national à Malibu. Sur les plans en extérieur, elle est donc créée en images de synthèse. L'intérieur de la villa a été construit dans le studio une fois les scènes de la grotte finies. Parlons d'une scène extrêmement importante tournée dans ce décor, la scène post-générique. Comme expliqué dans le précédent épisode, il y avait pour but, même si le projet était encore un peu vague, de connecter les films et de faire un film Avengers. D'où l'introduction du Shield avec l'agent Coulson. Et c'est là que rentre dans notre histoire un acteur très important pour la saga, Samuel L. Jackson. Gros geek qui avait bien kiffé que les dessinateurs de l'univers Ultimate aient basé l'apparence de Nick Fury sur la sienne. Vers le début du tournage, l'agent de Sam Jackson a donc contacté Marvel Studios pour savoir si le comédien pouvait jouer dans le film. Et l'occasion de bien introduire le Shield et les Avengers lors d'un petit clin d'œil était beaucoup trop belle. Il lui fut donc proposé de faire un caméo lors d'une scène cachée après le générique. Kevin Feige a plus tard dit que gamin, il aimait bien rester pendant les génériques, voir les noms des gens qui ont fait le film et voir s'il n'y a pas une scène bonus derrière. C'est en partie pour cela qu'il a été décidé d'en mettre dans les films. Pour éviter les fuites, la scène a été tournée en équipe réduite et la voiture de Sam Jackson est allée se garer à l'intérieur du studio juste à côté du décor. Et malgré toutes ces précautions, une semaine plus tard, l'information avait fuité. C'est quand même bien le seum. Fin mai, l'équipe s'est rendue au studio Donnay, rien à voir avec Robert, dont l'extérieur a servi d'extérieur à certains locaux de Stark Industries. L'équipe a ensuite tourné le combat final sur le toit et les scènes à l'intérieur de l'avion qui a été construit en studio. Parce que tourner dans un vrai avion aurait sûrement coûté trop cher. Enfin, le 25 juin 2007, le tournage se termine de nuit par la scène du Caesar Palace qui a donc dû être tournée entre la fermeture du casino et le lever du soleil. À mon avis, ils ont dû en profiter pour fêter la fin de tournage en s'éclatant à Las Vegas. Une semaine plus tard, le tournage de l'incroyable Hulk a commencé et pendant ce temps-là, la post-production d'Iron Man a avancé. Une bonne partie des équipes de post-production est choisie et commence à bosser avant le début du tournage, mais pour pas trop se compliquer la vie, on en parle maintenant. Le film est monté par Dan Lebenthal qui avait déjà monté plusieurs films de Jon Favreau. Au cours de la post-production, de nombreuses scènes ont été coupées ou raccourcies. Citons-en quelques-unes. À l'origine, la scène de l'enlèvement de Stark était plus longue et Rhodes prenait part au combat. La scène avec les hôtesses de l'air dans le jet vers l'Afghanistan était également plus longue à la base, dans le but de montrer la personnalité de Tony de Playboy qui aime beaucoup les femmes et l'alcool. Mais c'était pas très utile parce que c'est déjà présenté dans le film, et à mon avis ils ont dû aussi la retirer pour pas avoir de problème d'âge à cause d'un trop gros nombre de références au sexe. Le combat final a également été légèrement changé. À la base, Rhodes devait sauver Tony face à Ironmonger, finalement il s'occupe simplement d'empêcher l'armée d'envoyer des avions. À la fin, Stein ne devait pas mourir directement. Il demandait de l'aide à Tony en mode « Pardon copain, allez, aide-moi » dans le but d'embarquer Tony dans sa chute, mais Tony se sauve au dernier moment. Alors que dans la version finale, il crève direct. Et c'est sûrement mieux pour le rythme, et puis en plus ça aurait été assez bizarre que Stein survive à autant d'énergie dans sa tronche. Enfin au milieu du film, Tony pour se détendre après son premier fait d'armes devait organiser une grosse soirée dans une villa à Dubaï. L'occasion encore de fricoter avec de jeunes demoiselles, et clairement vu qu'à ce moment-là l'intrigue du film s'accélère, cette scène aurait vraiment cassé le rythme, donc c'est plutôt bien qu'il l'ait retiré. A noter que cette scène contenait un caméo du rappeur Ghostface Killah, grand fan d'Iron Man qui pour le film a fait la chanson Slept on Tony, que l'on peut entendre dans la scène du jet, et que personnellement je trouve plutôt sympa, dommage qu'on ne l'entende pas au générique de fin. Et tant qu'on parle de musique, parlons du compositeur du film. Pour la musique, Jon Favreau et Marvel voulaient Harry Gregson Williams, qui a un CV correct, mais il a pas pu parce qu'il est occupé sur le monde de Narnia 2. Ils ont
donc engagé Ramin Djawadi, à qui on doit quelques musiques épiques que j'aime plutôt bien. J'ai les ridicules, j'ai les ridicules, j'ai les ridicules. Faudrait couper maintenant, faudrait couper maintenant, faudrait couper maintenant. À la demande de Jon Favreau, parce qu'il considérait que ça collait bien au perso, Ramin Djawadi a composé la musique du film sur une guitare de heavy metal. Ce qui, à mon avis, doit être extrêmement rare dans le monde de la musique de film. Et sa musique, elle est bien, mais y a pas vraiment de thème marquant qu'on peut chantonner. Ce qui est d'ailleurs une critique que l'on peut faire à pas mal de films du Marvel Cinematic Universe. Personnellement, quand j'essaye de me remémorer les musiques du premier film Iron Man, ce sont les chansons d'ACDC et Iron Man de Black Sabbath qui me reviennent avant les musiques de Ramin Djawadi. Ce qui est quand même très étonnant parce qu'il s'y connaît un petit peu en chansonnette qui reste dans la tête. La création des effets visuels a été coordonnée par le superviseur John Nelson et la productrice Victoria Alonso. Souvenez-vous bien du nom de cette dame. Pour faire simple, un superviseur des effets visuels ça s'occupe surtout des aspects créatifs et techniques, et le producteur des effets visuels lui il gère le pognon et il fait du management, un peu comme un producteur de film mais centré sur les effets visuels. Les différentes boîtes qui ont fait les effets visuels ont été choisies pour des films qu'elles ont fait par le passé, et avant le tournage elles ont produit des vidéotests pour voir si elles pouvaient faire les effets demandés. Jon Favreau voulait à tout prix que les effets spéciaux soient le plus réalistes et donc discrets possible. Les VFX doivent servir l'histoire avant d'être cool. L'entreprise The Embassy, basée à Vancouver, s'est occupée de l'Afghanistan, notamment l'évasion de Tony Stark, et donc ils ont créé l'armure Mark I. Même si dans cette séquence, la plupart du temps, c'est la vraie armure dans laquelle était un cascadeur. En fait, quand cette armure est en image de synthèse, c'est que vraiment c'était pas possible de le faire en vrai, ou que c'était vraiment pas classe en vrai. Et quand on sait que l'armure faisait presque 50 kg, heureusement que certains plans étaient numériques. ILM, filiale de Lucasfilm, et probablement la plus grande boîte de VFX du monde, était le prestataire principal. Favreau et Marvel ont été convaincus qu'il fallait les engager grâce à leur travail sur Transformers et Pirates des Caraïbes 2. Les équipes d'ILM se sont occupées de la séquence de la Mark II, des plans impliquant Ironmonger et de la plupart des plans impliquant la Mark III. Au début, ils pensaient que ça serait facile parce qu'ils ont l'habitude de créer des robots et des voitures. Mais le fait que ça soit une armure, avec à l'intérieur un humain qui se déplace comme un humain et qui a un physique d'humain, ça a compliqué la chose. Ironmonger est lui tout le temps numérique. Iron Man tant qu'à lui est 100% numérique pendant les scènes de vol, mais sinon au sol, ça dépend. Jon Favreau qui n'est pas du tout fan des effets visuels voulait les utiliser que quand il n'a pas le choix. Mais les armures, bien que le Stan Winston Studio s'est arrangé pour les alléger autant que faire se peut, elles étaient trop encombrantes pour Robert Downey Jr. et ses doublures. Il fut donc petit à petit décidé que dès que l'armure est trop encombrante et gêne le jeu de l'acteur, on ne met sur son porteur que le plastron et le reste est complété en image de synthèse en utilisant la technologie de capture de mouvement créée par ILM pour Pirates des Caraïbes 2. Favreau a vraiment été convaincu par les armures en image de synthèse lors de la post-production. Une vidéo de l'armure Mark II avait été faite sur le plateau. ILM a recréé la vidéo avec une armure numérique et Jon Favreau lui-même avait du mal à différencier les deux. Au cours de la post-production, Jon Favreau a pu expérimenter l'un des grands intérêts de l'image de synthèse, il peut affiner sa vision après le tournage. Par exemple, lors du combat final, il fut décidé de changer une partie des actions qui se déroulent. L'armure Iron Man a donc été animée à la main par-dessus le plan original. Et grâce à des photos prises partout sur le plateau, ILM a pu créer le décor numérique et ainsi lors du combat entre les deux créatures de synthèse, changer les mouvements de caméra. Tous les plans de l'armure Mark III n'ont pas été faits par ILM. Certains ont été faits par The Orphanage, une petite boîte constituée d'anciens employés d'ILM. Et ils se sont également occupés de l'affichage tête haute des armures. Et c'est clairement l'un des effets les plus cool de toute la saga. Il fallait que l'affichage soit clair avec un type d'affichage par action, un effet de profondeur, et surtout les graphiques ne doivent pas cacher la performance de l'acteur. Les couleurs sont assez importantes. Par exemple, l'affichage du HUD d'Ironmonger est plutôt dans les teintes rouges, et son design est plus militaire et inspiré du jeu Asteroid. Il y a plein d'autres boîtes qui ont fait des petits effets par-ci par-là, mais nous on va juste vous en présenter une dernière. Prologue Film, la boîte de Kyle Cooper, un designer de générique qui a créé le logo de Marvel, a été chargé de créer les hologrammes et écrans d'ordinateur de Tony Stark. Il fallait qu'il y ait un aspect beau et simple dans ses interfaces. Le tout inspiré par le premier iPhone qui était sorti peu avant la fin du tournage. Ils ont également été chargés de créer le montage des Apogee Awards au début du film. Ils ont également créé le logo du film et ils ont fait pas mal de propositions avant d'arriver à la version finale. Enfin, ils se sont occupés du générique de fin. Parmi toutes les propositions faites, Jon Favreau et Marvel ont préféré celle où la caméra passe à l'intérieur des armures avec un aspect visuel qui fait très jeu vidéo. Pour le créer, ils ont pu récupérer les modèles 3D d'armure créés par ILM. La post-production sonore a été faite par Skywalker Sound, filiale de Lucasfilm, qui est une des boîtes de post-production sonore les plus connues dans le monde. Et tant qu'on parle de son, parlons d'un personnage important du film, bien qu'il n'apparaisse pas à l'écran, Jarvis. Pour jouer cette intelligence artificielle, Jon Favreau a choisi son ami britannique, Paul Bettany. Mais pour l'acteur, c'était plus un service fait à un ami qu'un vrai rôle. Quand il a accepté, il ne savait même pas de quel film il s'agissait. Il a enregistré ses répliques en une session dans un studio new-yorkais qui était en liaison directe avec le studio californien où était Jon Favreau. Pour conclure, une petite anecdote sur l'avant-première. L'avant-première américaine du film a eu lieu au Chinese Theater sur Hollywood Boulevard, qui apparaîtra plus tard dans le 3e chapitre de la trilogie. Et Louis Leterrier, réalisateur de l'incroyable Hulk, a avoué dans une interview que c'est à cette occasion qu'il a rencontré pour la seule fois son boss, Isaac Perlmutter, PDG et propriétaire
propriétaire de Marvel Entertainment. On avait rapidement parlé de lui dans le premier épisode de cette série, et bien sachez que cette photo du boss de Marvel a pendant longtemps été la seule, jusqu'à ce qu'il soit paparazzi aux côtés d'un copain dans une soirée. Déjà c'est un peu chelou. Et bien d'après Louis Leterrier, lors de cette avant-première, Perlmutter était grimé avec une perruque bouclée, des lunettes de soleil et une fausse moustache. Encore plus chelou. Et dans la même interview du réalisateur de l'incroyable Hulk, on apprend qu'une rumeur dit que le boss de Marvel Entertainment a toujours une arme chargée sur lui. Là c'est limite flippant. On reparlera plusieurs fois de ce cher monsieur, parce qu'en tant que PDG de la maison mère, il a une influence sur les films de Marvel Studios. Donc c'est quelqu'un d'assez important. Et flippant, à mon humble avis. Et cette petite anecdote me permet de faire une transition vers le prochain épisode de cette série, qui sera consacré à l'incroyable Hulk. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager, déjà parce que ça fait du bien à mon petit cœur, et aussi parce qu'avoir un peu plus de visibilité ferait aussi du bien à mon petit cœur. À bientôt.